Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est reparti pour un tour. C'est mardi, on est ravis de vous retrouver comme chaque jour. C'est toujours un plaisir avec Philippe David jusqu'à 19h. Ça va Philippe ? Ça va très bien, et vous ? Bon, vous allez me dire ça à chaque fois, ça va très bien, et vous ? Bah oui, ça va très bien, et vous ? Le numéro de téléphone aussi. Demande-lui le numéro de téléphone. Non mais Philippe, quel que soit le jour, la semaine, ça va très bien, et vous ? Est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas bien ? Bah en général, ça va plutôt bien, parce que j'aime bien être content. C'est vrai, oui. Si vous aimez bien être content, bah nous aussi on aime bien. On aime bien que vous soyez content, ça nous fait plaisir. D'ailleurs, on se lève le matin, je suis très contente parce que vous êtes content. Voilà, allez, on s'arrête là. Allez, au sommaire. Non, mais l'image qu'on donne à notre invité. C'est pire quand vous parlez. Non, mais là, on avance bien. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, c'est pas mal. Ça se maintient. Ça démarre avec de la bonne humeur, madame. Allez, Valérie. Au sommaire de cette émission, avec cette question, faut-il supprimer la prescription pour les violences sexuelles sur mineurs ? Le sénateur Renaissance, Xavier Iacovelli, a déposé une proposition de loi pour supprimer les délais de prescription en cas de violence sexuelle contre un mineur. Actuellement, un mineur peut porter plainte jusqu'à 10, voire 20 ans après sa majorité, Philippe. Oui, avec cette proposition de loi co-signée par une vingtaine de sénateurs de plusieurs groupes politiques, Xavier Iacovelli souhaite envoyer un message fort aux victimes. Quel que soit le moment où vous arriverez enfin à parler, l'État ou la justice sera là pour vous écouter. Est-ce que pour vous, il faut supprimer toute prescription pour les agressions sexuelles sur mineurs, ou est-ce qu'il faut garder l'état de droit comme il l'est aujourd'hui, ou est-ce qu'au contraire il faut le raccourcir ? Vous avez une opinion, un seul numéro pour l'exprimer et pour débattre avec les vraies voix, le 0826 300 300. Et donc cette question sur notre compte Twitter Sud Radio pour ceux qui votent. Faut-il supprimer la prescription pour les violences sexuelles sur mineurs ? Vous dites oui à 65%. Et puis à 18h30, on reviendra sur ce grand plan de Gabriel Attal, lutter contre la fraude fiscale, sociale, est-ce antisociale ? C'est la question du jour. Dans une interview accordée aux Parisiens, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal a donc dévoilé un vaste plan de lutte contre la fraude sociale et selon la Cour des comptes, elle représenterait entre 6 et 8 milliards d'euros par an. Oui, renforcer les conditions de résidence en France pour bénéficier d'allocations sociales, fusionner carte d'identité et carte vitale pour lutter contre la fraude aux prestations de santé, contrôler les retraités vivant hors des frontières de l'Union européenne. Le gouvernement se donne 10 ans pour avancer sur ce chantier. Est-ce que pour vous, il faut lutter plus durement contre la fraude sociale ? Le gouvernement s'y est mis il y a quelque temps sur la fraude fiscale, ou est-ce que vous dites c'est une fraude de pauvres, pardon. Ça peut passer. Dans tous les cas de figure, nous attendons vos appels au 0826 300 300. Et donc cette question, lutter contre la fraude sociale, est-ce antisociale ? Vous dites non à 85%. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger, notre ami, notre président préféré de l'Institut de la Parole, comment ça va ? Ah ben très bien, ma chère Cécile. J'aime bien quand vous êtes en chemise blanche. Je vous disiez tout à l'heure, quand j'arrive, je peux être de mauvaise humeur, mais dès que je suis là, je suis de bonne humeur. Ah ouais, c'est fou. Et Mais La c'est vrai, flaque dorée, la flaque mais c'est le contraire, François. N'importe quoi. Mais t'es vraiment de la lèche en permanence. Même le mardi et le jeudi. Mais non, mais je sais très bien que tu m'adores. Arrête de faire ton malin, parce que moi je t'adore aussi. N'importe quoi. Françoise de Gaulle. Oui, vous l'avez chérie, entendu. là, Ça va, c'est Françoise une de sorte Gaulle. de micro. Mais moi je vais très bien, je suis comme Philippe David, je crois que c'est pyrénéen en fait. Ouais. On est né de bonne humeur, on mourra de bonne humeur et entre les deux, à mon avis, on sera de bonne humeur. Voilà. Le bigourdan est joyeux. Sauf quand je vous vois. On Bon, va, ça, c'est on va essayer de changer de ton aujourd'hui. Et puis un petit nouveau, il vient d'arriver. Enfin, grand par la taille. Il On est le très connaît pas très trop. très jeune dans le métier quand même, je le dis. c'est Max vrai. Guazzini est Yeah. avec nous. Bonjour, Bonjour. Max Guazzini. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Max Guazzini a quand même fondé Énergie. J'étais pas seul. Oui, bah si, cofondé, mais bon. important aussi. Le Stade Français, c'était vous aussi. Vous êtes aujourd'hui entrepreneur et défenseur de la cause animale et on est ravis de vous accueillir. Ça va Bonjour, Max écoutez, c'est un baptême, là, et donc Oui, c'est un je suis un peu baptême. impressionné devant Il y a du tous lourd. ces talents autour de moi. Donc, Il y a du voilà. lourd en vanne avec Philippe David et du lourd en intelligence avec Françoise Alors en et vanne, Philippe. Max, il va falloir vous habituer, c'est la vanne vaseuse en fait. C'est Voilà, vraiment c'est- la oui, y a blague. pas de souci. Mais Pas de la souci. blague de base. hein, C'est- tu vois, c'est- c'est pas c'est la la peine base. d'essayer de chercher de la Oui, fioriture, il y en a n'allez pas. pas chercher un truc. Non, il y en a pas. Voilà, faut Il y en a prenez pas. le truc en frontal. 0826 300 300. Laurence est avec nous qui nous appelle de l'Hérault. Bonsoir Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir à tous. Salut, Laurence, on vous souhaite la bienvenue dans ce paysage de vraie voix plutôt assez coloré, j'ai envie de dire, très éclectique ou électrique, on ne sait pas encore. Vous faites quoi dans la vie, Charles Laurence ? Je suis enseignante dans le premier degré.
Très bien, parfait. Bah, écoutez, on est ravis de vous accueillir. Vous allez pouvoir commenter cette actualité avec nous et vous allez pouvoir surtout jouer au qui c'est qui l'a dit. Déjà, c'est pas facile à dire. Oui. On a mis du temps. Mais c'est encore plus difficile à gagner. On va demander à Laurence de lire qui c'est Et qui les l'a dit. blagues de Philippe ne sont jamais au second degré. Non, jamais, c'est ça le problème. Vous pouvez le dire, Laurence, qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? Voilà, C'est bien, ça y est. c'est bien. bon. On peut l'enregistrer, Vous avez ça. passé C'est votre bien dit. brevet, Laurence. C'est On super. vous souhaite en tout cas la bienvenue et l'actu du jour. Écoutez. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur Le chant des partisans. Oui. on le sait. Écrit par Joseph Il y a Kessel. 80 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un anniversaire, 80 ans, Écrit. effectivement. Bon. L'hymne de la résistance française au nazisme et à l'occupation allemande. Voilà, C'était Vous pas important. Oui, vous de le quoi rappeler. C'est la place que tout le monde répond, je savais pas. J'aurais répondu, je la connaissais, bien Bah sûr. oui, bah, vous C'est un l'avez- chant magnifique. Ouais, c'est Magnifique. très Un des beau. Oui. plus beaux chants de français, quoi, honnêtement. Du Anna monde, Marie. mais vraiment, vraiment. Et puis Kessel, quoi, l'écriture. et c'est très ça. bien La chanté par musique Yves aussi, Montand. la musique. Ouais, ouais, Et puis, c'est vraiment- lourd d'histoire quand d'histoire, même. oui, c'est bien important sûr. quand même de Lourde de le rappeler. d'histoire. Il n'y a pas beaucoup de chants comme ça. Il y en a deux. Il y a le chant des partisans et Bella Ciao. Et ces deux chants, en fait, Ouais. ont fait le tour du monde en réalité. Hein. C'est pas simplement, même pas européen, c'est vraiment le tour du monde. Dans le monde entier, on connaît Bella Ciao et le chant des partisans. Oui, c'est dommage qu'on n'apprenne pas ça à l'école, qu'on n'apprenne pas des chants comme ça dans le cadre d'une instruction civique. Ah, c'est vrai, c'est t'as raison. dommage. C'est vrai, C'est vrai. c'est Je une crois bonne même qu'à idée, mon ça. à mon Non. époque, on n'apprenait pas le chant des partisans Non, par cœur. à ils l'école. apprenaient Bon. le zizi de Pierre Perel, donc on n'est pas du tout dans le même. On n'est pas du tout dans le même délire. Non, mais c'est c'est Mais une l'un très bonne n'empêche- idée. Non, mais c'est une très bonne idée. Un show L'un de n'empêche Maghreb. pas l'autre. Mais c'est vrai. L'un n'empêche pas l'autre. Papendai, si tu nous entends. Oui. Je suis pas sûr que vous Bon, nous on va écoutiez. l'appeler. Ah, mais Est-ce il que est vous pouvez sourd. me décrocher le numéro de téléphone de monsieur le ministre, s'il vous plaît? Allez, tout de suite. On vous souhaite la bienvenue, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et on parlait histoire il y a quelques instants, un excellent réquisitoire philosophique, mon cher Philippe. Un pouvoir est-il forcément cynique en allant puiser dans le camp adverse? Oui, en fait, je suis frappé de voir un certain nombre de griefs qui sont faits aussi bien aux Républicains, auxquels on reproche d'aller copier le Rassemblement national, ce qui est absurde puisque le RPR des années 80 avait exactement la même philosophie, la même idéologie sur le plan de la sécurité que le Rassemblement national aujourd'hui. On reproche également à Gabriel Attal avec cynisme, d'avoir enfin compris que la fraude sociale était capitale en même temps que la fraude fiscale. Et donc, je dirais que il faut accepter parfois que même sur le tard, un pouvoir qui va vers une forme de lucidité, même si elle peut apparaître tactique et cynique, est tout de même un bon chemin. Je veux dire, on n'a pas tant de vérité dans notre monde politique qu'on puisse cracher sur celles qui adviennent, même tardivement. Allez, Non, François, c'est des bon. vérités de droite, bien sûr, donc je comprends que ça vous convienne, absolument. Ça, c'est, il n'y a rien de cynique, c'est simplement que ce gouvernement tombe du côté où il penche depuis toujours, donc il n'y a aucun problème. Après, c'est une autre question philosophique que vous posez. Vous posez une question de sciences politiques et de sciences sociales. Petit rappel, le RPR, quand il a la ligne du Rassemblement national, du Front national, ça dure exactement 6 mois. Et il change absolument radicalement parce que ça marche pas et ça grince dans les camps, dans le camp de la droite républicaine, ça dure entre 6 mois et 9 mois à peu près. Cette ligne-là. Donc, c'est pas la ligne globale du RPR. Deuxième point, est-ce qu'on peut s'approprier les idées des autres? Des civilisations, j'ai déjà expliqué pourquoi. C'est comme quand l'extrême droite s'empare de l'idée de bataille culturelle de Gramsci. C'est pas le problème des concepts, c'est ce qu'on en fait. Donc, je comprends que vous soyez satisfait de cette évolution du pouvoir. Elle va dans le sens de ce que vous êtes et c'est très bien, vous avez le droit d'être de droite. Mais la gauche, parfois, a découvert des évidences aussi sur le tard. Je ne vois pas. Bien François. sûr, oui, mais des évidences. Moi, tu sais, la gauche, c'est pas. Non, non. La gauche n'est pas dépenaillée. Elle Non, aime non. l'ordre juste. Moi, Oui, je oui. suis une Ségolène royaliste, donc j'ai pas de problème avec. Oui, mais Mélenchon et Ségolène, c'est deux mais ça a registres toujours très totalement bien marché. différents. Ça a toujours très bien marché. Si vous vous Pardon, trompez. excusez-moi. Voilà. Pardon, Max. Oh, mais dis donc. Moi, je suis assez d'accord avec monsieur le procureur, Oui. d'ailleurs, sur l'essentiel. Alors là, Max, je ne suis plus le Oui, procureur. je sais. Mais dans l'émission, Moi, je vous suis avez avocat commencé général, moi, c'est plus à dire beau. que c'était votre réquisitoire. Donc c'est pour ça. Ah oui, absolument. Cela dit, il y a la place pour toutes les idées, pour
toutes les, il y a la place pour tout le monde. Et je vois pas pourquoi, si quelqu'un a une bonne idée, il y a une bonne idée, qu'elle soit de gauche, de droite. Ou... Excusez-moi, comme disait Tony Blair, il n'y a pas de politique de gauche ou de politique de droite, il y a une bonne politique ou une mauvaise politique. C'est tout. Voilà, si on veut effectivement lutter contre la fraude sociale, maintenant, je ne sais pas si c'est forcément intéressant de mélanger les cartes d'identité avec les cartes vitales, parce que ça veut dire que les fonctionnaires ont accès à votre santé, quoi. Donc, et puis ça va prendre beaucoup de temps. On va en parler dans quelques instants. Non, mais c'est toujours très intéressant. Il est bien, ce Max Guazzini, quand même. C'est bien. Il m'a pas donné raison, mais quand même, j'aime bien. Il est modéré. C'est une droite que j'aime bien. Et après, à mon avis, c'est pas de Malaveille qui lui donne raison, François. Ah non, c'est sûr. Non, mais j'ai pas besoin de faire de la lèche. On n'est pas là pour ça. On s'en fout. On est là pour dire ce qu'on pense. On est là pour se battre aussi, s'il faut se battre. Voilà, c'est ça. Dans un instant, 3 mots dans l'actus avec Félix Mathieu, bien entendu, et on reviendra sur cette question. Faut-il supprimer la prescription pour les violences sexuelles sur mineurs? 0826 300 300, on a envie de vous entendre. C'est votre émission, on est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Non. Bienvenue dans la classe de 6e des vraies voix. Ça dépend des jours. Parfois ça passe en CM2, ça descend en CM2, ça remonte en première, en terminale. Vous êtes généreuse, hein. Oui, écoutez, c'est la généreuse. Françoise Degois, c'est plutôt 2e année de maternelle. Excuse-moi, mais toi, tu vois d'où tu sors? T'es encore un fœtus. Hein. Toi, t'es encore à un stade, je ne dirais pas quoi. C'est un enfant. C'est un enfant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois est avec nous, et notre nouvelle, élève, bonne élève pour l'instant, Max Guazzini est avec nous. Comment ça va, Max, pour l'instant là? Ça va. Depuis à peu près 18 minutes, tout va bien? Écoutez, j'essaie de me mettre dans le bain. Oui, vous inquiétez pas. Ne vous déshabillez pas. Restez habillés. Ils sont autour de la table. C'est bien, vous êtes bien, vous les frottez dans le bon sens du poil, vous avez bien raison. Du poil, tu crois pas que ça va marcher comme ça? Allez, en tout cas, merci d'être avec nous. C'est bien, merci de votre fidélité. 0826 300 300, c'est le seul numéro pour nous parler et pour bien sûr parler d'actualité. Oui, absolument, pour nous parler. Voilà, pour nous parler et commenter l'actualité avec nous. C'est un peu menaçant. Bien sûr, si vous voulez nous parler. Canal par lequel vous pouvez nous parler. Le canal historique. Appelle-nous 0826 300 300. Allez, tout de suite, c'est Félix Mathieu avec 3 mots de l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots dans l'actu sont recadrage, abrogation et défaillance. Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux, recadre Emmanuel Macron après les propos d'Elisabeth Borne sur le RN héritier de Pétain. Des rangs macronistes vent debout à l'Assemblée nationale. Le président LFI de la Commission des Finances, Éric Coquerel, refuse d'empêcher l'examen de l'abrogation de la réforme des retraites. Et puis un rapport parlementaire accablant suite à la mort d'Ivan Colonna, tabassé par l'un de ses codétenus. Des députés pointent des défaillances et même des fautes graves de l'administration. Les vraies voix Sud Radio. Ça ressemble fort à un recadrage en plein Conseil des ministres. Emmanuel Macron estime qu'il ne faut pas combattre l'extrême droite par des arguments moraux. Façon de prendre ses distances avec ses propos d'Elisabeth Borne ce week-end sur Radio J. Je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors maintenant, le Rassemblement national y met les formes, mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Également héritier de Pétain. Marine Le Pen, pareil. Je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti, et je pense qu'un changement de nom ne change pas les idées et les racines. Selon des propos rapportés par Le Parisien aujourd'hui en France et Le Figaro, puis confirmés ensuite par des participants à l'agence France Presse, le chef de l'État a bien lancé « Vous n'arriverez pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour l'extrême droite que ce sont des fascistes », des propos tenus donc en présence de sa première ministre. Philippe Bilger. C'est la preuve qu'Emmanuel Macron n'est pas un président qu'on peut critiquer globalement. Je trouve qu'il le dit tardivement, mais il a totalement raison. Très modestement, ça fait des années que je dis que l'attitude de l'opposition éthique au Rassemblement national n'a rigoureusement aucun sens parce qu'elle sert uniquement à pallier la pauvreté de la réplique politique. Et donc, ça me paraît une évidence et je suis content qu'il remette sa première ministre à sa place. D'abord, Elisabeth Borne n'a parfaitement raison. Je pense que Emmanuel Macron, comme toujours, fait de la démago. Il va picorer au Rassemblement national. Alors, si on ne le combat pas avec des arguments moraux, on se demande avec quoi on le combat. On le combat aussi avec des arguments politiques. Bien sûr qu'il faut combattre moralement l'extrême droite. Évidemment qu'il faut le faire. D'ailleurs, les Italiens s'en mordent les doigts de ne pas l'avoir assez fait avec Giorgia Meloni et avant avec Salvini. Avec Salvini,
fini. Donc Emmanuel Macron fait de la démagogie, il est le premier à aller picorer à l'extrême droite. Voilà un homme qui a été élu, et j'en fais partie, pour barrer la route à Marine Le Pen, et qui se comporte d'une façon cynique, et je peux développer ça pendant des heures, j'ai pas envie, mais voilà. Donc encore une fois, les blablabla d'Emmanuel Macron m'intéressent pas. Voilà. Vous croyez à ce que vous dites? Oui, j'y crois. Bon, écoutez, pourquoi pas, hein? J'y crois profondément, oui, pourquoi? C'est un petit peu caricatural quand même. Comme vous. Moi, j'ai rien dit. Comme Philippe, on est dans des caricatures. Enfin, mais Max, est-ce qu'il a eu raison de la recadrer quand même sur ses propos au Conseil des ministres? C'est rien, il faut penser à tous les gens qui votent pour ce parti, quoi. Donc, c'était 42% des Français au dernier deuxième tour. Quoi. Ils savent même pas. Ils n'ont pas connu ça. Qu'ils savent pas qui est Pétain? Mais parce que il y a beaucoup de jeunes qui votent pour ce parti et ils savent pas ce qu'est Pétain. Déjà, ils savent pas quand est la fête nationale, puisque de toute façon maintenant l'histoire a été passée aux oubliettes, quoi. Ils connaissent plus l'histoire de notre pays. Mais moi, je crois que vous avez une drôle de... Non, mais moi, je la connais. Non, mais vous avez une drôle de vision de ce pays. Vous pensez que 42% des électeurs de Le Pen sont des incultes, en fait. Je n'ai pas dit ça, je parle en général. Non, il parlait des jeunes. Je peux vous dire les jeunes, c'est les gens qui ont voté le plus. Mais vous me laissez parler. Oui, je vous laisse parler. Compte tenu du fait qu'on n'étudie plus l'école, on n'étudie plus l'histoire à l'école, hein, les gens sont complètement incultes sur l'histoire de notre pays. Demandez ce qu'on fait le 14 juillet, faites le test, vous allez voir. Je pense que vous mélangez un peu tout. Enfin, je mélange rien du tout. Bien sûr, on passe au deuxième mot parce que le temps tourne. Votre deuxième mot, Félix, abrogation, avec une décision qui plonge l'Assemblée nationale en ébullition. Le président insoumis de la Commission des finances, Éric Coquerel, refuse de déclarer irrecevable la proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites. Texte présenté en vue de la niche parlementaire du groupe Lyotte pour la semaine prochaine, jeudi 8 juin. Et pourtant, ce matin encore sur France 2, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, le redisait. Il ne doit pas y avoir de débat sur cet article qui est clairement anticonstitutionnel. Donc si Éric Coquerel ne prend pas ses responsabilités, est-ce que vous, en président de l'Assemblée nationale, vous prendrez les vôtres? Bien sûr. Donc il n'y aura pas de vote? Nous verrons, mais en tout cas, je prendrai mes responsabilités. C'est la raison pour laquelle je suis présidente de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'attendent de moi mes collègues et surtout les Français. Anticonstitutionnel en vertu de l'article 40, selon lequel les propositions de loi d'origine parlementaire ne peuvent pas causer de nouvelles dépenses ou de pertes de recettes. La réponse officielle est donc venue un peu plus tard. Éric Coquerel, président LFI de la Commission des finances, refuse de déclarer cette proposition de loi irrecevable. Il y a eu pas mal de pressions qui ont été faites ces derniers jours sur ma décision, y compris, là je m'étonne un peu quand même, beaucoup venant de l'exécutif. Je trouve un peu paradoxal que l'exécutif se mêle à ce point d'une décision qui va être purement parlementaire. La saisine du président de la Commission des finances par des membres de la majorité, c'est pas la vérification d'un texte en se disant on vérifie qu'il est constitutionnel ou pas. C'est un geste partisan. C'est un geste politique pour écarter un texte, ce qu'elle a le loisir de ne pas faire. Une décision partisane, politique, politicienne, un argument brandi en retour par les bancs macronistes contre Éric Coquerel. Ici, Jean-René Cazeneuve, député Renaissance. C'est une grande surprise. Je crois que c'est la première fois sous la Ve République qu'un président de la Commission des Finances a une posture partisane et pas une posture qui devrait être la sienne. Le respect des institutions, être président de la Commission des Finances et faire appliquer nos règlements et notre Constitution. En tout cas, le président de la Commission des finances, Éric Coquerel, estime aussi désormais que si la présidente de l'Assemblée retoquait elle-même le texte du groupe Lyotte, cela mettrait selon lui en péril toutes les futures propositions de loi. On y reviendra plus longuement tout à l'heure avec Françoise de Goa. Troisième mot, défaillance, celle pointée par la commission d'enquête parlementaire sur la mort d'Yvan Colonna. Elle publie un rapport sévère pointant une série de dysfonctionnements et même de fautes graves de l'administration pénitentiaire, mais aussi de l'autorité judiciaire. Selon le président de cette commission, Jean-Félix Acquaviva, l'administration avait mal évalué la dangerosité du co-détenu qui a tabassé à mort le militant indépendantiste corse l'année dernière. Nous avons deux individus en miroir, l'un avec une gestion extrêmement rigoureuse liée au traumatisme de l'assassinat du préfet Rignac, qui a clairement eu une gestion politique et spéciale d'Yvan Colonna et des membres du commando Rignac, c'est démontré dans le rapport, et puis l'autre a fait l'objet d'un comportement des autorités administratives et judiciaires et pénitentiaires très proactif, très empathique, alors qu'il était extrêmement dangereux aux
haut du spectre, très haut du spectre même, et on le retrouve en emploi général, ce qui est une exception parmi l'ensemble des terroristes islamistes français. Donc tout cela interroge grandement, il y a beaucoup de zones d'ombre. Jean-Félix Acquaviva, député de Corse au micro de la chaîne parlementaire. Le rapport préconise que la prise en charge des troubles psychiatriques soit le prochain chantier d'ampleur de l'administration pénitentiaire. Merci Félix Mathieu. Et vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur cette prescription demandée pour les violences sexuelles sur mineurs qui pourrait être levée. En tout cas, c'est un projet de loi. On en parle dans quelques instants. 0826 300 300, c'est le moment de nous appeler pour déjà répondre à cette question. Faut-il supprimer la prescription pour les violences sexuelles sur mineurs? Pour l'instant, c'est un grand oui à 68%. On vous attend au standard et on vous souhaite la bienvenue. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et ils sont grandement bien accompagnés aujourd'hui, Philippe David et Cécile de Ménibus, parce qu'il y a Philippe Bilger comme tous les jours, il y a Françoise Degois comme tous les mardis et tous les jeudis, et puis il y a Max Guazzini qui vient de nous rejoindre. Max Guazzini, alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, à mon avis vous êtes un ou deux, ancien patron de radio, ancien patron du Stade Français entre autres, et devenu entrepreneur aujourd'hui et défenseur de la cause animale. La cause animale, très important pour vous, parce que vous aviez perdu votre Wawa. Oui, on va pas trop en parler là. C'est à la Fondation Brigitte Bardot, parce qu'elle est décédée le 8 mars, et que pour moi c'est la plus grande douleur de ma vie, donc on va pas en parler. Voilà. En tout cas, on est ravis de vous avoir aujourd'hui et on passe au grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ma plainte a été classée sans suite du fait de la prescription. Il n'y a rien de pire pour une victime d'avoir subi l'acte et que quand elle a le courage de parler, quand elle arrive à libérer la parole, que l'institution lui dise « Monsieur, madame, c'est trop tard, vous avez dépassé le délai de prescription ». L'imprescriptibilité, elle n'est pas possible dans notre droit, parce qu'aujourd'hui, seuls sont imprescriptibles dans notre droit pénal les crimes contre l'humanité. Les victimes de pédocriminalité et d'inceste mettent un nombre infini d'années à parler, et on doit pouvoir protéger, garantir le fait que ces victimes aient un accès à la justice. Cette double peine pour les victimes, je pense qu'il est temps qu'on la supprime. Dans tous les pays du monde, vous voyez ces choses-là évoluer. Alors pourquoi chez nous ça évoluerait pas ? Et le sénateur Renaissance Xavier Iacovelli a déposé une proposition de loi pour supprimer les délais de prescription en cas de violence sexuelle contre mineurs. Actuellement, un mineur peut porter plainte jusqu'à 10, voire 20 ans après sa majorité en fonction de l'âge qu'il avait au moment des faits, Philippe. Oui, un message important pour les victimes que le sénateur de la majorité présidentielle défend en affirmant qu'en Suisse, aux Pays-Bas ou encore au Danemark, la prescription pour les violences sexuelles sur mineurs a déjà été supprimée. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut qu'elle soit comme les crimes contre l'humanité, imprescriptible? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut rester au status quo ou même peut-être être plus court, étant donné que la parole se libère parfois très tard? Peut-on juger quelqu'un 30 ou 40 ans après? Dans tous les cas de figure, on vous attend au 0826 300 300. Et pour en parler, nous avons la chance d'avoir Xavier Iacovelli, sénateur Renaissance à l'origine de cette proposition de loi. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Et si vous permettez, comme d'habitude, on fait ce tour de table avec Philippe Bilger. Philippe, justement, sur cette prescription, levée de prescription pour ces en tout cas ces viols sur mineurs. D'abord, évidemment, le sujet est sérieux, voire tragique. Et il n'est pas un citoyen qui ne soit pas indigné par ces violences lorsqu'elles sont établies. Deuxième élément, j'ai cru comprendre, et je crois que le sénateur sur ce plan va nous le confirmer, qu'il ne s'agit en aucun cas d'édicter une imprescriptibilité qui est vouée simplement au crime contre l'humanité, et il est hors de question de banaliser ceci. Mais si je comprends bien, le sénateur qu'on va entendre dans quelques instants dit qu'il faudrait faire partir la prescription à partir du moment où le mineur, ou lorsqu'il sera devenu majeur, aura le courage de dénoncer les faits dont il est victime, et à partir de là, la prescription habituelle pourra jouer. Si c'est cela qui est prévu par le sénateur, je trouve que c'est une très bonne idée, parce qu'on ne risque pas la contagion pour d'autres infractions. Françoise Degois.
Moi, je salue la proposition du sénateur. Je suis exactement comme Philippe Bilger, mais c'est facile parce que c'est quand même un peu ma Bible en ce qui concerne le droit, même si parfois on n'est pas d'accord. Mais je me range toujours. La question de l'imprescriptibilité, je crois qu'il faut vraiment la laisser au crime contre l'humanité. On peut pas mettre de signes égaux entre les choses. Mais je crois quand même que c'est une bonne façon d'avancer, par respect pour les victimes, de dire voilà, ne pas subir la double peine, c'est-à-dire non seulement avoir subi le sévice sexuel et en plus de ça être face à ce mur qu'on appelle l'imprescriptibilité. Moi, je suis assez favorable à cela, vraiment. Max Bodini qui a été avocat. Oui, bon, bien longtemps. Mais c'est un crime contre l'innocence. Hein, il écrit dans la Bible, venez à moi les petits enfants, et les enfants sont sacrés. Maintenant, il faut faire attention, c'est la preuve. La preuve, l'Église catholique a payé son tribut, hein, même si ça concerne que 1% des prêtres, mais parfois il y a des erreurs. Le cardinal Pell, qui a été incarcéré, qui était un des proches du pape François et qui était l'ancien archevêque de Sydney en Australie, était incarcéré 1 an pour être finalement à la fin complètement lavé de ces accusations. Donc il faut être certain de la preuve, mais sinon bien sûr je suis tout à fait d'accord avec Françoise et Philippe sur ce point. Ouais, non, mais Philippe, je suis ravi. Si vous permettez, excusez-moi. Oui, je m'appelle Max. Il y a une sorte il y a un consensus. On est tous d'accord, mais il ne faut pas oublier la preuve. Non, mais Max, il a raison sur la preuve. C'est important. Sénateur, aujourd'hui, donc effectivement, quand vous entendez la réaction suite à ce qui a été dit, rappelez-nous, pour ceux qui nous écoutent, finalement, ce que vous proposez réellement. Alors, bonjour à tous. Déjà, je vais vous rappeler ce qu'est le droit actuel, ce qui pourra nous permettre de comparer. Aujourd'hui, et depuis que le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a le délai de prescription pour les crimes, donc les viols sur enfants, qui est à 30 ans à partir de la majorité de la victime. D'accord ? Donc c'est 30 ans. Sur les agressions, c'est entre 10 et 20 ans à partir du moment de la majorité, selon l'âge où les actes ont été commis. Et donc moi, ce que je propose dans cette proposition de loi, il y a 2 volets. Il y a la partie imprescriptibilité sur les crimes et délits sur mineurs, c'est-à-dire que nous n'attendons pas le couperet de l'âge des 30 ans à partir de 18 ans, c'est-à-dire 48 ans. La proposition est de faire en sorte que ces actes soient condamnables et en tout cas qu'on prenne en compte la parole de la victime, quel que soit l'âge et quel que soit le moment où la victime trouve le courage et accepte de parler et d'avouer qu'il a, lui ou qu'elle a été victime. Parce que, encore une fois, on en parlait de la double peine, Françoise l'a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment exactement ça, la double peine. Il y a l'acte en lui-même, qui est déjà une atrocité, et en plus, quand l'institution, la justice, quand la République est là pour normalement protéger les victimes, dit « écoutez, je suis désolé, mais les faits sont prescrits ». Et pour reprendre, tout à l'heure, vous preniez un exemple sur l'Église, je me rappelle très bien la phrase de Monseigneur Barbarin qui disait « Dieu merci, les faits sont prescrits ». Ça, justement, je pense qu'il faut sortir de cela et faire en sorte que, quel que soit le moment où la victime décide de parler et a le courage de parler, il faut qu'on puisse l'entendre, il faut qu'on puisse la considérer comme victime. Et c'est pour ça que dans ma proposition de loi, j'ouvre aussi, dans le cadre du débat parlementaire, une porte à ce qu'il y ait aussi la prise en compte et le suivi médical remboursé à 100% par la sécurité sociale, au même titre que les maladies infectieuses, et qu'on puisse prendre en charge en fait ce suivi médical et psychologique pour les victimes. On va faire réagir, sénateur. Vous avez été victime et l'affaire a été classée à cause de la prescription. Venez témoigner au 0826 300 300. Max. Monsieur le sénateur, simplement, je précise que le cardinal Barbarin n'a jamais été condamné pour pédophilie. C'est clair. C'est clair. Non, mais je le précise tel que vous l'avez dit. Non, mais c'est important. Vous avez raison de préciser, pardon. Vous avez raison de préciser parce qu'un des deuxièmes points de cette proposition de loi, et vous avez raison parce que j'en ai pas parlé, c'est la question de la non-dénonciation. Oui, et aujourd'hui, la non-dénonciation, s'il y a 4 ans de prescription, 4 ans, c'est-à-dire ridicule. Et donc en fait, moi dans la proposition de loi que je fais, c'est que la prescription soit alignée avec le droit actuel, c'est-à-dire 20 ans
de prescription pour la non-dénonciation d'un acte de violence sexuelle sur mineur. Philippe Bilger. Et là, effectivement, dans le cadre du Monseigneur Barbarin, ça correspondrait effectivement avec cela, mais lui-même n'était pas mis en cause pour des actes de violence sur mineur. Merci Philippe Bilger. Monsieur le sénateur, merci pour vos explications. Je n'avais pas bien compris la teneur de votre proposition de loi. J'avoue que je suis un peu gêné maintenant que vous vous êtes expliqué, parce que d'abord, en ce qui me concerne, je considère que la prescription est un élément fondamental de l'état de droit et qu'il ne s'agit pas, en quelque sorte, même subtilement, de la mettre en cause parce qu'elle interdirait des poursuites dans d'autres cas. Deuxième élément, je suis gêné tout de même parce que si j'ai bien saisi votre propos, vous souhaitez pour ces crimes et délits une imprescriptibilité, alors que là, je considère que, très modestement, c'est une erreur de ne pas la réserver aux crimes contre l'humanité. À force de vouloir, avec bonne conscience, ériger de nouvelles règles, j'ai l'impression qu'on détruit un socle fondamental qui est le crime contre l'humanité et l'imprescriptibilité pour lui seul. C'est une question, monsieur le sénateur. Non, mais je comprends, et vous avez raison de le soulever, parce que c'est le cas, c'est la position aujourd'hui de la chancellerie et d'une grande partie des avocats. Et donc, j'entends ces réserves qui ne sont effectivement pas les miennes. Et moi, je pense au contraire que quand on s'attaque à un enfant, quand on viole un enfant et quand on a des violences sexuelles sur des enfants, c'est la République qu'on attaque dans son ensemble, et qu'à ce titre, on doit pouvoir reconnaître la victime et on doit pouvoir avoir un jugement. La question ensuite de la preuve, puisqu'on en a parlé dans la première partie, il y a effectivement un problème de preuve. Mais quand on regarde les chiffres aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 4% des viols sur personnes mineures qui font l'objet de plaintes, 4% uniquement. Et d'après le ministère de la Justice, on a à peu près 73% de ces plaintes qui sont classées sans suite et 0,4% seulement qui aboutissent aux assises. Donc on voit bien que la question n'est pas seulement juridique, elle n'est pas seulement pénale, elle n'est pas seulement une réponse judiciaire à ces questions de violence. C'est fondamentalement... Il va falloir. Il y a un groupe d'experts de la Convention d'Istanbul en 2011 qui disait qu'il y a une culture du viol et qu'il faut aujourd'hui pouvoir y répondre, non seulement sur la question comment vous dire, de la réponse pénale, et donc envoyer un signe aux victimes que l'État sera toujours là à leur côté pour les écouter et pour faire en sorte que leur statut de victime soit reconnu en tant que tel, mais évidemment, mais que vous soyez à 10 ans, 20 ans, 30 ans après les faits, ou même 40, 50 ou 60 ans après les faits, la question de la preuve sera toujours la même. Et il y aura toujours ce risque de classement sans suite et ce risque, effectivement, d'absence de preuve. Mais le fait d'avoir ce couperet de la durée est une violence qu'aujourd'hui l'État peut enlever. Et encore une fois, ce n'est pas anticonstitutionnel, puisque le Conseil constitutionnel a déjà émis un avis sur le sujet, comme quoi nous pouvions retirer la question de la prescription sur les violences faites aux enfants. Une réaction de François Pillet. Moi, je suis vraiment contre le caractère imprescriptible. Je pense que tout ne se vaut pas, et je pense que la justice est faite de nuances, et que justement, la démocratie est basée sur une justice faite de nuances. La prescription, ça n'est pas quelque chose... Alors, on peut dire... après, je caricature. Je suis pour la peine de mort, je suis contre la peine de mort, sauf pour les crimes d'enfants. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ces idées d'exception. Pourquoi ne pas aller jusqu'à 30, 35 ans, 40 ans ? Mais ancrer le caractère imprescriptible me dérange profondément entre le crime contre l'humanité, qui est parfaitement défini, qui n'a rien à voir avec les crimes de guerre, etc., et les violences. Je pense qu'on peut augmenter le caractère, la prescription, mais ne pas tomber dans l'imprescription. Max Guazzini. Monsieur le sénateur, est-ce que je peux vous poser une question ? Que pensez-vous, dans ces conditions, des mariages avec des mineurs dans certaines cultures, des jeunes filles mariées à 9 ans, par exemple ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça rentre ça existe pas en France. Ça n'existe pas en France jusqu'à preuve du contraire. Et moi, c'est interdit, je me permets de vous répondre sur le fait que moi, je fais la loi en France. En tout cas, je vote la loi en France et je propose des lois en France. Et je ne me permets pas de juger
même si à titre personnel j'y suis opposé, mais les coutumes et les lois d'autres pays. Chaque pays vote est souverain sur ses lois. On est en France, jusqu'à preuve du contraire, les mariages forcés et les mariages de mineurs ne sont pas acceptés. Oui. Ils ne sont pas acceptés, bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Non, mais en tout cas, ils ne sont pas acceptés, ils ne sont pas officialisés. Ils sont condamnables. Oui, 0826 300 300, Laurence est avec nous. Laurence, bienvenue de nouveau sur Sud Radio, vous vouliez témoigner. Oui, je voudrais témoigner parce que je remercie d'abord le sénateur de s'intéresser à cette question-là, mais se poser la question de la prescription ou de la non-prescription de ces crimes-là, c'est déjà un constat d'échec. C'est le constat de l'échec de ne pas avoir su accueillir la parole de l'enfant avant. Et la mandature actuelle, comme toutes celles depuis à peu près Nicolas Sarkozy, contribue à supprimer les espaces de libération de la parole de l'enfant. Lorsque l'on supprime les réseaux d'aide spécialisés aux enfants en difficulté, ce sont des cercles en nombre réduit qui accueillaient les paroles des enfants. Actuellement, nous manquons il y a des milliers de postes de médecins scolaires non pourvus, de psychologues scolaires. Il y a un turnover énorme sur les postes. Donc l'espace pour accueillir la parole de l'enfant n'existe pas. Ça explique les délais aussi. De plus, lorsqu'on sent un mal-être, moi qui suis enseignante chez un enfant, on ne peut lui offrir un espace de parole qu'en présence du parent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire la psychologue scolaire va discuter avec lui. Donc, à partir de là, dès l'instant où on considère qu'on est encore comme au bon vieux temps de l'Empire romain, on a droit de vie et de mort sur un enfant, où l'on considère qu'un enfant n'est pas un individu à part entière qui peut être entendu et écouté, on va vers des drames et des enfants qui garderont pour eux bien des choses. Ensuite, la deuxième chose que je voulais dire, les violences sexuelles, ce n'est pas que les viols d'enfants, c'est aussi ces petits-enfants qui sont aux côtés de leurs grands frères ados en train de regarder des pornos. Et ça, s'il n'y a pas d'espace de parole pour accueillir la parole de l'enfant dans les écoles, et je le redis, ne me parlez pas de cet écran de fumée qui est la lutte contre le harcèlement à l'école, qui a consisté à faire simplement une note de procédure pour s'assurer d'avoir un lampiste qui ne l'aurait pas lu au niveau des enseignants. Il n'y a pas d'espace de parole, et le problème est aussi là. C'est intéressant. Hein. Oui, c'est intéressant. C'est vrai que bravo, c'est très très bien. Monsieur le sénateur, peut-être une petite réaction à ce qui vient d'être dit de la Laurence qui est enseignante, mise en place effectivement de soutien psychologique des enfants pour libérer cette parole. Voilà, au-delà du soutien psychologique, effectivement, il y a la libération de la parole, et c'est vrai que l'école est le premier lieu des signalements des violences intrafamiliales, des premier lieu aussi de signalement de tout ce qui est harcèlement et a fortiori le harcèlement scolaire. Alors sur la partie harcèlement scolaire, effectivement, même si, et je suis d'accord avec vous, madame, qu'il y a encore beaucoup à faire, mais le programme phare qui a été mis en place par Jean-Michel Blanquer précédemment, où aujourd'hui 60% des écoles rentrent dans ce programme phare, a permis effectivement à la fois de former des jeunes ambassadeurs sur ces questions-là, de sensibiliser et de former le corps enseignant et le corps périscolaire pour nous permettre d'avoir cette détection des signaux faibles sur le harcèlement et de libérer la parole. Il y a aussi d'autres associations et le tissu associatif est énorme et heureusement qu'il y a aussi ce tissu associatif sur lequel les pouvoirs publics peuvent s'appuyer, qui permet effectivement cette libération de la parole. Moi, à titre personnel, je suis contre la multiplication des numéros verts. On a un numéro vert pour l'enfance, on a un numéro vert pour le cyberharcèlement, un numéro vert pour le harcèlement scolaire. On a une multiplication des numéros verts qui, à mon sens, perdent en efficacité à partir du moment où on multiplie les numéros. Mais ça, c'est un autre sujet. Après, sur la question des violences intrafamiliales, il y a effectivement beaucoup qui a été fait, mais notamment sur la question de la formation de ceux qui recueillent la parole. Bien sûr. On parle sur la question des enfants, mais on pourrait aussi faire le parallèle avec les violences faites aux femmes, où il y avait un vrai problème de recueil de la parole, et notamment des forces de l'ordre. Ça, c'est ce qui a été engagé aussi lors du quinquennat précédent, sur la formation de plus de 100 000 policiers et gendarmes qui sont maintenant automatiquement formés dans la formation initiale, justement sur le recueil de la parole et la prise en compte de la parole des femmes, et donc, a fortiori, la parole aussi des enfants. Il y a des salles Amélie aussi qui se développent petit à petit dans les commissariats pour avoir un environnement, on va dire,
plus serein, pour les plus serein pour recueillir la parole encadré. des enfants. Merci. Et tout ça, effectivement, c'est un travail sur le long cours. On aimerait aller beaucoup plus vite. Moi, par exemple, je me base sur un sujet. Aujourd'hui, on forme à peu près 50 000 jeunes au BAFA chaque année pour encadrer les centres scolaires, le périscolaire de nos enfants. 50 000. Dans cette formation initiale pour le BAFA, il n'y a pas la détection, il n'y a pas la sensibilisation au harcèlement, il n'y a pas la sensibilisation à la question des violences intrafamiliales. Et vous avez raison, il faut l'inclure. Ça nous permettrait d'avoir 50 000 ambassadeurs formés chaque année pour la détection de ce fléau qui est le harcèlement ou les violences intrafamiliales. Merci beaucoup. Monsieur le sénateur Xavier Iacovelli, à l'origine de cette proposition de loi justement sur la levée de la prescription pour les viols d'enfants. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, la suite de notre émission avec un moment donné le qui c'est qui l'a dit. Voilà, qui c'est qui l'a dit. En tout cas, c'est le quiz de l'actu dans un instant. À tout de suite. Bienvenue pour les vraies voix. On est ravis de vous retrouver comme tous les jours avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Max Guazzini. Jusqu'ici, on était tous presque amis les uns les autres. Et bien, c'est terminé. Là, je vous le dis tout de suite, c'est terminé. C'est le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Ne me parlez pas d'amitié, s'il vous plaît. Dans la mêlée, là. Et Laurence est avec nous au 0826 300 300. Cher Laurence, il va falloir jouer serré, puisque là, il y a du lourd. Et je peux vous assurer qu'ils ont bien regardé l'actualité. Alors, vous jouez contre Philippe Bilger, vous jouez contre Max Guazzini ou contre Françoise Degois? Contre Max, je conserve l'oreille gauche de Françoise Degois, l'oreille droite on va de gagner. Philippe Bilger. Là on sent la stratège quand même chez Laurence. Laurence, je dois dire que voilà. Allez, première question. Mignon, ça, l'oreille gauche de Françoise et l'oreille droite de Philippe Bilger. C'est ça, pas mal. Elle parle pas de nos cerveaux. On perd du temps. Qui c'est qui l'a dit sur la fraude sociale? Écoutez bien, la fraude sociale, comme la fraude fiscale, est une forme d'impôt caché sur les Français qui travaillent. Bonne réponse. Gabriel Attal. Ça va très bien. Je croyais qu'il n'y avait que moi qui pouvais répondre. Non. Il faut tirer le premier. Je connaissais la réponse. Nous deux, on est contre toi. Voilà. Ah, pardon, excusez-moi. En clair, Max, la France entière est contre vous. Qui c'est qui l'a dit? Oh bah tiens, ça va à côté de Jean Bouin. Sur Roland Garros, à part la naissance de mes enfants, c'était le plus beau jour de ma vie. Noah. Bonne réponse. Il a été un peu plus rapide. Non, mais. Qui a été plus rapide? Philippe Bilger. Bien sûr. Je suis là, j'ai montré. Attention, mais il progresse depuis hier. Je connaissais les réponses quand même. Troisième question. Qui c'est qui l'a dit? On attend la fin de la proposition. On doit être généreux et ferme. Généreux envers ceux qui en ont besoin et ferme avec ceux qui fraudent et trahissent un modèle dont nous sommes fiers. J'ai dit attendez la fin de la proposition, Françoise. Bien sûr. Oh, ça y est. Non, mais Françoise, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans attendez la fin de la proposition? Je ne comprends pas que personne l'attend, donc je l'attend pas. Voilà. L'anarchie. Ça compte pas parce qu'elle a triché. On va vous mettre sur le banc, Françoise. Lui, il est bien dans le club. Bah oui, on va vous mettre sur le banc. Qui c'est qui l'a dit? Je vais donner des lignes. Ah, donne-moi des lignes d'écriture. On ne combat pas l'extrême droite avec les mots des années 90. Oui. Oui. On peut dire. Oh, les bonnes réponses collégiales. Hier. Voilà. 2 points à tout le monde. En tout cas, je connaissais la réponse. Ça vaut au moins 10 points. Ça vaut au moins 10 points. C'est pas rodé, tu sais, il faut là. Paf, On va. Qui c'est qui l'a dit? L'exception culturelle est bien vivante, c'est la preuve que cette palme d'or, le rapport de cette palme d'or, qu'elle est bien vivante. Pardon. Bonne réponse. Oui. Voilà. Moi j'ai dit la. La ministre et Rima Abdul-Malak. Il a dit la ministre. Non, mais soyez honnête. Enfin, c'est moi j'ai. Non, on est honnête, ça suffit. Mais ça suffit. Il est mauvais joueur. Qui c'est qui? Pas du tout. Il essaye de vous mater. Qui l'a dit en parlant de la loi immigration? C'est de la division et de la diversion. C'est Roussel. Non. Non, c'est Mélenchon. Non. C'est Corbière. Non. Moins à gauche. C'est Olivier Faure. Non. C'est l'une de vos copines très proche. Et Ségolène. Oui, Ségolène Royal. Voilà, Ségolène Royal. Elle n'est pas morte. Dis donc, un peu de respect pour la reine. Et d'ailleurs, Laurence, elle vient d'appeler, elle vous embrasse. Oui. Dernière question, qui c'est qui l'a dit en parlant du projet de loi Lyotte? J'entends dire que ce serait antidémocratique d'empêcher le vote. Il n'y a rien de plus démocratique que d'appliquer la loi. Éric Coquerel. Non. Mélenchon. C'est Mélenchon, alors c'est Corbière. Non, il n'y a rien de plus. C'est une présidente. Yael Braun-Pivet. Bonne réponse.
Yael Braun-Pivet. Voilà. Et je dois avouer que vous avez bien choisi Laurence. Françoise a gagné. Voilà, 14-4. On a été galant. C'est souvent les sports que je fais. On a été galant. Bravo Laurence, bravo, vous êtes beaucoup. une grande stratège. Vous restez avec nous dans un instant. Françoise, s'il vous plaît, coup de gueule sur l'insécurité à Montpellier. Ce sera avec Philippe David et puis le Top League de Félix Mathieu. Et puis surtout, notre grand débat, notre tour de table de l'actu des vraies voix juste après. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous avez demandé les vraies voix, ne quittez pas. On vous les passe avec Philippe Bilger qui est avec nous, avec Françoise Degois qui est avec nous et qui bavarde et qui bavarde et qui bavarde avec Max Guazzini est avec nous. Si ça vous gêne pas. Guazzini. J'ai dit Guazzini. J'ai dit Guazzini. Vous voulez qu'on écoute la bande, Max? Oui, d'accord. Vous voulez qu'on nous envoie la VAR? Voilà, j'ai dit Guazzini. Voilà, c'est tout. Moi, on me dit, il faut que tu arrêtes de dire Guazzini. Je dis arrête de dire. Mon père disait, qui est décédé, il ne faut pas dire Guazzini, c'est Guazzini. Il disait Guazzini, en mémoire de mon père. Et ben voilà. Et ben je vous l'ai dit. 100% Toscan. Ah, magnifique. Les 4 grands-parents. Alors, les princes de Toscane, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse contre ça? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Rien. De Il veut qu'on dise Guazzini, on dit Guazzini, c'est tout. Point final. Florence et Pistoia. Allez. Rien que ça. Bon, on va pas y passer la journée. On a le droit de parler d'Italie si on veut. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce que ici c'est une émission de radio avec des timings et des gens qui nous écoutent. Et donc il y a des gens qui attendent dans le couloir. Et en l'occurrence Philippe David avec son coup de gueule. Voilà. Allez, c'est tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est un coup de gueule. Oui, un coup de gueule contre l'insécurité à Montpellier. À Montpellier, les commerçants du quartier de l'Écusson, dans le centre historique, n'en peuvent plus de l'insécurité. Il y a eu au moins 5 agressions dans leur boutique, avec notamment une esthéticienne et son employée enceinte qui ont été tabassés. Il n'y a pas que les commerçants, puisque les passants sont également frappés et dépouillés de leurs bijoux ou de leurs biens. Nous sommes en compagnie d'Odette Daudet, porte-parole des commerçants de Montpellier, à qui je donne la parole pour mon coup de gueule. Odette Daudet, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue sur Sud Radio. Parlez-nous de ces agressions. Dans quel état d'esprit sont les commerçants? Et je le rappelle, agressés dans leur propre boutique. Dans quel état d'esprit, comment vous voulez qu'on soit quand on est agressé dans nos propres magasins? Quand on est agressé, volé, tout ce que vous voulez. Les gens se servent, ils rentrent, et puis vous pouvez rien dire. C'est les passants qui sont agressés, c'est les commerçants qui sont agressés, c'est les vendeuses qui sont tabassées, et on a eu une recrudescence en l'espace de 3 semaines qui était hallucinante. Et il y a eu un assassinat à l'Aiglon, ils ont tué une dame, il y a eu des promeneurs avec des chiens, ils leur ont tué les chiens. Donc maintenant, il faut impérativement qu'on trouve des solutions. Est-ce qu'il y a des caméras ou quelque chose en matière de sécurité dans cette rue? Il y a des caméras, nous travaillons directement avec la municipale, avec la nationale, avec des capitaines, avec tout le monde. On a des réseaux dans lesquels on met les photos, des caméras des personnes qui ont volé ou des personnes qui ont agressé. Mais ils sont arrêtés et 2 heures après, ils sont dehors. Alors justement, le problème, il est là. Odette Daudet, je vais donner la parole aux vraies voix. Si on en croit le journal local, le Métropolitain, les agresseurs sont de faux mineurs non accompagnés. Question, que font les pouvoirs publics? Ah ben ça, il faut demander au gouvernement qui nous les impose. Mais qu'est-ce qu'ils vous répondent quand vous dites, ils les arrêtent, ils les remettent en liberté au bout de 2 heures, c'est ça? C'est ça, bien sûr, alors qu'ils sont très dangereux et souvent ils sont pas si mineurs que ça. Philippe Bilger veut réagir. J'avais eu la chance d'entendre Odette Daudet sur une autre chaîne et déjà elle s'était plainte de la faiblesse, voire du laxisme de la justice, et les mineurs, à partir du moment où ils refusent les examens qui permettraient de déterminer leur âge exact, sont quasiment assurés d'une impunité. C'est dramatique et je comprends totalement le désarroi de cette dame et son indignation. Plus de policiers, moi, je pense mais aussi. Enfin, plus de policiers. J'ai une question pour vous, Odette. Est-ce que, par exemple, le commissariat de police et la municipalité, Michael Delafosse, par exemple, en l'occurrence, est-ce qu'ils vous donnent plus de moyens? Parce que moi, je pense que l'idée d'avoir du bleu dans toutes les rues, ça permet aussi de faire reculer, puisqu'on est face à un mur, à l'évidence, sur la justice. Est-ce que vous avez ça dans vos demandes et est-ce que les réponses sont bonnes? Est-ce qu'on vous renvoie plus de forces de police? Mais oui, mais je vous répète encore une fois, la police travaille, on travaille en étroite collaboration. C'est pas ce problème qui est récurrent. La police ne peut pas. Qui est récurrent. Non, mais la police, elle peut.
Elle arrive et ils les mettent en garde à vue. Mais le lendemain, on les a et ils vous font des doigts d'honneur. Ils s'en fichent complètement. C'est ce que je dis, la police ne peut pas tout. Une petite réaction, Odette, ne restez avec nous. Peut-être faut-il baisser la majorité pénale. Parce que c'est certain, parce qu'ils sont au prétexte qu'ils sont mineurs, on les punit pas, donc il faut baisser la majorité pénale. De nos jours, à quel âge, par exemple? À 14 ans, à 16 ans? Je sais pas, mais compte tenu de peut-être 15 ans ou 14 ans, peut-être. Et puis après, c'est au juge, évidemment, de statuer. Voilà, de statuer, c'est ça. Donc, mais c'est clair, si on ne peut pas punir des personnes qui commettent des délits ou des crimes à répétition. Donc, au bout d'un moment, il faut penser à baisser la majorité pénale. Je ne sais pas ce qu'on pense. Mais c'est-à-dire, je trouve que les mineurs aujourd'hui, il serait assez paradoxal, Max. Ce serait une solution radicale, mais en même temps, ces mineurs-là, on dit qu'ils n'ont plus rien à voir avec ceux de 1945 et qui sont, relativement. Ils sont pas mineurs. Ouais, plutôt pas forcément mineurs. C'est ça. Odette, merci beaucoup. En tout cas, Odette, n'hésitez pas à nous rappeler si on peut, bien entendu, je ne sais pas comment vous aider, mais en tout cas, vous donner la parole. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Merci à vous. Bon courage surtout et prenez soin de vous. Oui, mais enfin, ce que je voulais évoquer quand même, c'est que nous, en tant que personnes travailleurs honnêtes, on a besoin quand même que le magistrat de la ville nous mette en sécurité, nous. Maintenant, les mineurs, il y en a de partout, de ces mineurs. Et c'est des mineurs qui sont de pays assez dangereux. Ils ont vu la mort, ils ont vu la misère, ils ont connu le pire. Donc pour eux, ce qu'ils font, c'est presque normal. Oui. C'est là où il faut... C'est les prendre en charge. Merci beaucoup pour votre témoignage, Odette. Merci de nous avoir appelés au 0826 300 300. Restez avec nous tout de suite. À vous. Le top clic de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Et Félix Mathieu, au petit mot, les grands remèdes, un haut fonctionnaire indien a fait vider un barrage car son téléphone portable était tombé à l'eau. 2 millions de litres d'eau vidés car ce haut fonctionnaire, en prenant un selfie, avait fait tomber par mégarde son smartphone dans le lac du barrage. Fallait les jeter dedans. Alors, je suis assez d'accord avec toi. La vidéo du point d'eau à sec provoque un tollé sur les réseaux sociaux en Inde, à tel point que le haut fonctionnaire a été suspendu en attendant les résultats de l'enquête. Il avait remué ciel et terre et même de l'eau, donc après la chute de ce téléphone, pour le faire retrouver. Selon lui, son appareil contenait des données gouvernementales sensibles. C'est comme ça qu'il le justifie. Les photos de sa maîtresse. Il avait qu'à le sauvegarder. Donc il a fait envoyer d'abord des plongeurs, ça n'a pas marché. Il a donc obtenu, dit-il, l'autorisation d'un responsable local pour vider l'eau du lac, une histoire repérée par la BBC et par le Huffington Post. Il a tout de même fallu 3 jours un peu pour vider les 2 tiers de l'eau du lac, désormais suspendu pour avoir gaspillé tant d'eau, un bien si précieux pour l'agriculture. Ce haut fonctionnaire estime qu'une partie pourra tout de même servir à irriguer les terres. En tout cas, le portable a bien été retrouvé et figurez-vous, pas de surprise, il ne marchait plus puisqu'il était égorgé. Quel dommage. Incroyable. Quel grand pays démocratique, l'Inde. Tout ça pour ça. Et le gars qui a accepté de faire ce qu'il lui a demandé. Oui, et les recherches Non, parce que tu sais comment ça fonctionne en Inde. Si tu veux, il suffit les que ça recherches soit sont une tombées caste. à l'eau. Allez, très drôle. Allez bien, les gars. Autre sujet. On est dans le mur, dépêchez-vous. Autre sujet, On est en retard, les amis. la sortie de Djokovic sur le Kosovo. Après sa victoire hier, le Serbe, armé de son marqueur, a inscrit quelques mots en cyrillique sur la caméra du cours. Des mots en guise de message politique. Le Kosovo, c'est le cœur de la Serbie. Stop à la violence. Sortie du numéro 3 mondial, alors que le nord du Kosovo est le théâtre depuis plusieurs jours d'affrontements entre les membres de la force internationale emmenée par l'OTAN et des manifestants serbes qui réclament le départ de maires albanais de la localité. Le joueur s'est justifié ensuite en conférence de presse devant les journalistes serbes en se défendant de faire de la politique. C'est un sujet sensible, dit-il. Je ressens une responsabilité supplémentaire en tant que personnalité publique, en tant que fils d'un homme né au Kosovo, d'apporter mon soutien à tout le peuple serbe. C'est le moins que je puisse faire. Je ne suis pas un politicien. Je n'ai pas l'intention d'engager un débat. Sa phrase, en tout cas, pourrait ne pas rester sans suite, puisque la charte d'éthique de Roland Garros proscrit les prises de position politiques ou religieuses. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Vous restez avec nous. On fait une petite pause et on va revenir dans un instant sur la lutte contre la fraude sociale. Est-ce que pour vous, c'est antisocial? Dites-nous ce que vous en pensez au 0826 300 300. Pour l'instant, vous dites pour la plupart non, absolument pas. Mais on a envie de vous entendre sur ce point-là. Et puis juste avant, on fera le tour de l'actu de nos vraies voix du jour. Ça va, Max Guazzini?
Guazzini, oui. Ouais, Oui, ça ouais. va. Et ben voilà. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Écoutez, chers amis, comme nous sommes de très bons élèves avec Philippe David, d'abord on vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h. Et avec nous, Max Guazzini. Elle sait le prononcer. Hein. C'est beau, mais avec plaisir. Mais ça me fait tellement plaisir. Mais je pense que je vais vous la faire jusqu'à la fin. C'est cadeau. C'est pour moi, c'est Guazzini. Jamais je n'oublierai ce geste. Voilà. Ce sera dans le marbre. Max, je vous jure. Et Max, vous et moi, on est connectés jusqu'à la fin de nos jours, sachez-le. Okay. Philippe Bilger est avec nous et on est connecté aussi avec Philippe Bilger. On est connecté aussi, mais ça peut être discontinu avec Philippe David, mais en tout cas, moi je suis connecté avec vous, François Desbois. Nous, c'est courant alternatif. Oui. Vous, c'est courant continu, c'est ça. Oui, enfin, moi, c'est plus même pas de courant du tout. Avec de temps en temps, le courant qui fonctionne. C'est ce qu'on appelle une zone. C'est une zone blanche. Je suis d'accord. Et puis lui, il n'a pas la lumière dans toutes les pièces. De toute façon, il n'a pas la vaisselle dans le vaisselier. C'est un intermittent du spectacle. C'est un intermittent. Les amis, si on parlait un peu de vous, eh ben, on va parler de vous. Le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Regardez les actualités régionales. Tour à tour, finot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je lui donne. Demi-tour. Le tour de table. De l'actualité. Eh ben oui, on va vous demander votre avis sur l'actualité, mon cher Philippe Bilger. Et vous voulez revenir sur Ramzy Bedia qui répond à Blanche Gardin. Ah oui. Lui dit qu'il prendrait l'argent. On va peut-être rappeler le contexte. J'ai bien aimé Ramzy parce que le hasard a fait qu'un jour dans un train, je l'ai rencontré et je savais que ma belle-fille l'admirait. Je suis allé le voir et il a été adorable en faisant une dédicace. Bon, ça n'est pas le seul motif de mon adhésion à ce qu'il dit. Mais il n'empêche qu'il a répondu à Blanche Gardin d'une manière à la fois Gardin, d'une manière à la fois sincère, provocatrice, mais pas complètement absurde. Il dit en effet, Cécile, moi j'aurais gardé l'argent. On va juste réexpliquer, pour ceux qui nous écoutent, qu'on n'a pas compris l'affaire de Blanche Gardin, qui dans le cadre d'une émission qui s'appelle LOL, qui est diffusée sur Amazon, et ben les personnalités qui viennent jouer sont payées 200 000 € pour travailler une journée. Voilà. Et donc elle a réfuté, elle a dit, moi je d'abord travaille pas pour Jeff Bezos et en plus je ne prends pas 200 000 € la journée. Voilà, alors Ramzy Bedia, tout en disant qu'il comprenait le point de vue de Blanche Gardin et qu'il le respectait, a dit, moi j'ai des copains carleurs, menuisiers, plombiers, que sais-je encore, qui m'ont dit, mais attends, on gagne 2 000 € par mois, tu vas pas refuser cette somme qui t'est donnée. De la même manière, sa mère lui a dit, mais mon fils, il est évident, tu dois accepter. Et puis finalement, d'autres autour de lui, ses amis, l'ont incité à le faire. Et il a dit, par conséquent, j'aurais trouvé grotesque de la refuser. Mais j'ai bien aimé le ton qu'il a utilisé. Il ne se pose pas du tout en censeur. Il dit, moi, l'argent, je l'aurais pris. Voilà. Non, mais c'est une réaction de riche. Parce qu'il aurait pu très bien prendre l'argent et le donner à des gens qui en ont besoin. Il le fera peut-être. Et donc, il n'a pas pris l'argent. Oh, ouais. Moi j'aime bien ce qu'elle fait, quoi. Elle a pas sa langue dans sa poche. Ni le reste d'ailleurs. Elle est hors norme, Blanche Gardin, et ça s'entend. Et c'est bien la réaction de Ramzy. Moi j'avais souligné celle de Virginie Efira qui disait j'aurais pris l'argent, mais j'admire les gens qui sont capables, y compris Adèle et Mel, d'aller au bout de leurs convictions. Et elles ont le droit. Et moi je trouve ça très très bien. Qui c'est Adèle et Adèle? Françoise Degois, vous voulez parler de Éric Coquerel qui juge le texte Lyotte recevable. Vous appelez ça le ping-pong parlementaire. Oui, bien sûr. Puis c'était tellement évident que... Ce qui était le moins évident, c'est que Yael Braun-Pivet fasse cette annonce. C'était chez nous, d'ailleurs. Oui. C'était jeudi dernier chez Patrick Roger sur Sud Radio, en disant, alors qu'elle avait laissé entendre que peut-être elle voulait pas que le Parlement soit piétiné, en une nuit, on imagine les pressions qu'elle a eues, c'est devenu cette proposition de loi est irrecevable. Et je laisse l'irrecevabilité être jugée par le président de la Commission des Finances. On savait bien sûr qu'Éric Coquerel la jugerait recevable, donc l'affaire n'est pas terminée. J'ai juste une question à poser. Laissez voter les parlementaires, laissez voter les députés. Tout le malaise vient du fait qu'on n'a pas déjà une première fois laissé voter cette loi. Peut-être que Emmanuel Macron aurait été battu, et peut-être pas d'ailleurs. Cette espèce d'idée de vouloir bloquer, ressortir un article 40 qui n'a été utilisé qu'une fois dans la 5e pour empêcher le vote.
vote me paraît complètement scabreux et tout à fait pervers. Et c'est une perversion d'une certaine manière de la Constitution. Bien sûr qu'il existe cet article 40, mais il n'est pas usé. Éric Coquerel donc a fait son travail. La suite, c'est quoi? C'est que Yael Braun-Pivet va aller au bout. L'article 40 va être brandi. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir motion de censure, c'est évident. Et la motion de censure va être déposée par Charles de Courson du groupe Lyotte. Et elle a des chances de passer ou pas. Mais la réalité, c'est cette folie générale qui consiste à tout bloquer quand ça dérange. On critique Justine Triet parce que supposément elle reçoit des subventions, elle doit se taire. Si elle avait dit j'adore Emmanuel Macron, il n'y aurait pas eu une seule ligne. Non, c'est pas vrai. Non, je termine. On commence à menacer Twitter parce que d'un seul coup, mais comprenez, moi je trouve que c'est assez dangereux. Il faut qu'on laisse du temps. Philippe Bilger, très court. C'est bon, ils n'ont pas besoin de répondre. Des deux côtés, Braun-Pivet est soumis sur le plan politique et de l'autre côté, Éric Coquerel sait parfaitement que ce qu'il va admettre n'est pas constitutionnel. Pourquoi mais il vous le dites fait. Ça non, mais bien sûr que c'est constitutionnel. Mais il sait que ça ne l'est pas, mais François. Pourquoi vous dites ça? Je suis ravi mais il fait un coup politique. Vous considérez que la loi n'est pas constitutionnelle. Au nom de quoi? Françoise. Il n'applique pas la loi. Il a parfaitement argumenté la constitutionnalité de la loi. On n'a pas le temps de faire réagir Maguazini, mais il va faire son tour de table sur le pèlerinage de Pentecôte à Chartres où il était présent. Oui, tout à fait. C'est formidable parce que chaque année, il y a eu 16 000 jeunes pour l'essentiel, puisque la moyenne d'âge est 20 ans. On marchait pendant 3 jours de Paris jusqu'à Chartres. 40 km le premier jour, 40 km le deuxième jour, et 20 km pour l'arrivée à Chartres. Et c'est bien de voir une autre jeunesse qui prie, qui marche, qui ne cause pas de problème, qui préfère peut-être la tradition, qui aime la tradition, qui aime davantage la messe en latin pour l'essentiel. Et moi, je suis admiratif de voir ce mouvement incroyable. Et donc cette année, en fait, on en parle, mais ça existe depuis plusieurs années. Et je suis toujours étonné, personne ne parle du pèlerinage de Chartres. Et là, c'était un tel succès qu'ils ont refusé effectivement les inscriptions, parce qu'il y a toute une logistique. Vous savez, on les fait dormir, etc., dans des tentes. Tout ça, et c'est quelque chose de formidable, et c'est un renouveau qui fait plaisir, alors que paradoxalement, ce pape, François, est contre les gens qui aiment la messe en latin. On se demande pourquoi, parce qu'il y a tellement peu de gens qui sont pratiquants de nos jours, qu'on n'embête pas ceux, pour pas dire autre chose, qui sont pratiquants, qui sont rattachés à Rome. Je ne comprends pas. Autant Benoît XVI avait autorisé le retour à la tradition, lui il est contre. Et bien on voit une jeunesse qui n'a pas connu l'époque de la messe en latin, qui préfère aller écouter une messe en latin. Écoutez, laissons les gens libres, voilà, il y a bien des messes de rite oriental qui sont catholiques, ça pose pas de problème. Je vois pas quelle mouche a piqué le pape François. Enfin, c'est une des nombreuses mouches qui l'ont piqué, celui-là. Merci, Max. Oh, pardon. Non, je le remercie en disant, mais pourquoi ils le font pas en voiture, ils gagneraient du temps. Oh là là, c'est facile. Allez, Philippe Bilger. Je n'ai jamais fait le pèlerinage de Chartres, mais j'admire absolument cette jeunesse et cette foi qui probablement se pose des questions tout de même. Et quand Max parle de Chartres, je pense au magnifique poème de Charles Péguy. Moi, pensez à moi, je suis né à Chartres. Moi, très bien, moi j'admire de toute façon les gens qui croient. Ma soeur, mon frère est gendarme. Très bien, bonjour. Oui, c'est super. Le pauvre frère, d'être le frère de Cécile de Ménibus, c'est dur. Mais non, moi j'admire de toute façon. Je pense que le monde est soutenu par les gens qui croient, quel qu'il soit, en latin ou pas. Après, moi je fais partie des gens qui aiment bien François. Mais c'est pas respecter, c'est croire vraiment. Et puis surtout, il y a une belle messe avec de beaux ornements, selon la tradition. Oui, enfin. Bon, les jeunes, non, je suis pas d'accord. Il y a la place pour tout. Et je comprends pas pourquoi la hiérarchie de l'Église catholique fait la guerre aux traditionalistes. C'est pas normal. Saint-Nicolas du Chardonnay. Mais c'est pas Saint-Nicolas du Chardonnay. On fait pas de. Les amis, on est en retard. Il y a la tradition de la pub. Vous savez, c'est important. Et vous y connaissez, vous, Max. Vous le savez ce que c'est que l'argent. Donnez-nous de l'argent. Allez, on fait une petite pause. On revient dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et quand la lumière s'allume en rouge, c'est que nous sommes en direct avec vous. Avec et beaucoup de conversations hors antenne qui sont passionnantes. C'est intéressant. Voilà, on sent l'engagement quand même du côté de chez Max Guazzini, qui est avec nous, avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois. En attendant, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et dans une interview accordée lundi aux Parisiens, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a dévoilé un vaste plan de lutte contre la fraude sociale. Et selon la Cour des comptes, ça représenterait entre 6 et 8 milliards d'euros par an, Philippe. Oui, renforcer les conditions de résidence en France pour bénéficier d'allocations sociales, fusionner carte d'identité et carte vitale pour lutter contre la fraude aux prestations de santé, contrôler les retraités vivant hors des frontières européennes. Le gouvernement se donne 10 ans pour avancer sur ce chantier. Alors, est-ce que pour vous, le gouvernement a raison, après s'en être pris à la fraude fiscale, on va dire la fraude des riches, il s'en prend à la fraude sociale, la fraude des pauvres, ou est-ce que vous pensez qu'on doit rester dans le statu quo, dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. Et à cette question sur notre compte Twitter, lutter contre la fraude sociale est-elle antisociale? Vous dites non à 87%. Et on va en parler avec Raphaël Prado qui est avec nous, ancien porte-parole d'Attac et membre d'Attac. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'être en direct sur Sud Radio. Si vous permettez, le tour de table déjà avec Philippe Bilger. Est-ce que c'est antisocial? Non, évidemment, je ne discute jamais l'interrogation formulée par les animateurs de Sud Radio, mais je trouve assez paradoxal de qualifier quelque chose qui va au contraire favoriser la justice sociale et l'équité sociale comme un phénomène antisocial. Mais j'ai saisi, maintenant que ça a été explicité, vous vouliez signifier que peut-être c'était un mouvement qui risquait de porter atteinte aux modestes et aux pauvres. Mais il me semble qu'au contraire, la volonté de Gabriel Attal, aussi mesurée qu'elle soit, prend acte du fait que la société ne veut plus seulement lutter contre la fraude fiscale, mais aussi contre la fraude sociale. Et j'ajouterai un argument psychologique que parfois j'ai utilisé même dans le domaine judiciaire. Il me semble que avoir cette espèce de condescendance à l'égard des modestes qui consiste à ne pas exiger d'eux ce qu'on exigerait des riches, c'est une forme de mépris. Donc je trouve que c'est de très bonnes initiatives. Françoise de Goy, il y a un de nos auditeurs qui s'appelle Philippe Abs qui nous dit c'est même le contraire, aider ceux qui en ont vraiment besoin. Oui, écoutez, moi, on fait comme si, là, on écoute Gabriel Attal comme si il y avait une humanité française qui fraudait. Je regardais les chiffres, je suis fraudé. On met la carte vitale avec la carte d'identité, avec la somme de toutes ces allocations familiales que les gens touchent indûment. J'en ai marre de ce discours. Maintenant, on va regarder les faits. Il annonce, Gabriel Attal, qui va contrôler les retraités vivant à l'étranger. D'abord, les retraités, ils ont bossé toute leur vie, ils ont le droit de vivre où ils veulent à partir du moment où ils payent leurs impôts en France. Et alors là, on se dit, alors il y a des fraudes. Et alors on se rend compte, par exemple, que sur le cas de l'Algérie, comme il n'y a pas, de relation directe entre les États civils, évidemment, ça tombe sur l'Algérie, le Sénégal, forcément, eh bien, on se rend compte finalement que ça touche 300 personnes sur 15 000 dossiers, 300 personnes qui ont été déclarées. Bah, écoutez, c'est les chiffres même que donne le ministère. Donc moi je veux bien qu'on fasse des annonces comme ça, en expliquant que, oh là là, on va contrôler les riches et regardez, on fait plaisir en fait, on voit bien à quel électorat on veut faire plaisir en envoyant un genre de signal, en disant ça, il y a 6 ou 8 milliards qui s'évaporent, j'aimerais bien savoir où sont les 6 ou 8 milliards, et en tout cas sur la question des retraités contrôlés depuis 85 ans, en gros, il y aurait des morts qui toucheraient des pensions indûment. Et ben sur le cas de l'Algérie par exemple, bon voilà, ça fait 300 dossiers sur 1500. Sérieusement. Sérieusement. Oui, enfin, écoutez, je pense effectivement à la fraude sociale. Je suis d'accord avec Philippe, ce qu'il a dit. Mais ce que je trouve un peu bizarre, c'est de vouloir que la carte d'identité et la carte vitale soient une seule et même chose, parce que finalement, on ne sait pas qui va consulter. Quels sont les fonctionnaires qui vont avoir accès à nos données de santé? Et ça me fait un petit peu peur. Je crois que, et puis pourquoi attendre 10 ans pour faire cette carte vitale Parce qu'ils voulaient faire la carte vitale biométrique, mais elle coûte trop cher. Ouais, mais si la fraude coûte des milliards, moi, ça va pas coûter des milliards. Donc, c'est votre problème. Hein. Moi, j'ai qu'un passeport. C'est très compliqué de faire à Paris. Non, moi j'ai les deux. Mais c'est très compliqué. Raphaël Prado, on a volontairement parlé de position antisociale pour cette fraude sociale. Quel est votre point de vue, vous, j'imagine, un petit peu quand même, sur cette proposition du ministre ?
Moi, je suis assez surpris quand j'entends les propos du ministre et puis même les propos qui peuvent être tenus sur ce plateau, parce qu'en fait, on fait comme si en France, on avait un vrai problème, c'est que les pauvres, et sous-entendu surtout ceux qui ne sont pas vraiment français, seraient par nature des fraudeurs. Alors, je voudrais rappeler quelques chiffres. D'abord, on parle de 6 à 8 milliards d'euros. Alors, c'est sûr que c'est pas rien, mais 6 à 8 milliards d'euros de frais de prestations sociales, il faut déjà le comparer à d'autres chiffres. Donc, vous parlez de fraude sociale, ce qu'on appelle la fraude sociale, c'est la fraude aux cotisations sociales. Elle est du fait des employeurs qui ne déclarent pas, par exemple, certaines heures supplémentaires ou certains salariés. Là, on parle plutôt de 20 à 30 milliards. La fraude fiscale, elle, c'est 80 à 100 milliards. Donc déjà, il faut avoir ces ordres de grandeur en tête. La fraude aux prestations sociales ne représente pas une somme si importante. Et puis, quand on regarde dans le détail, eh bien, selon le rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir, si on regarde la fraude à l'assurance maladie, 80% des fraudes détectées ne viennent pas des ménages, ne viennent pas des gens qui frauderaient, mais viennent des professionnels de santé qui vont, par exemple, profiter d'avoir une carte vitale dans leurs mains pour facturer des soins qui n'ont pas été faits. Alors, je ne dis pas que tous les médecins sont des fraudeurs, loin de là, mais on voit bien que dans le plan annoncé par Gabriel Attal, il n'y a pas grand-chose pour lutter contre cette fraude-là. Un autre élément qui me semble important, c'est que je pense qu'il faut toujours avoir en tête que ces 6 à 8 milliards de fraude aux prestations sociales, il faut les rapporter à un autre chiffre, c'est 10 milliards, c'est le non-recours aux prestations sociales, c'est-à-dire des gens qui ont droit aux prestations sociales, mais qui pour différentes raisons ne les demandent pas. Et donc on voit bien qu'en fait il y a plus de gens qui auraient droit aux prestations sociales et qui ne les demandent pas, que de personnes qui n'ont pas droit aux prestations sociales et fraudent. Donc je trouve assez curieux en fait de stigmatiser les plus pauvres, les étrangers, comme le rappelait Françoise de Gaulle, les étrangers qui ressortent, des exemples qui ressortent toujours, c'est en Algérie, un cas particulier, ou aux Comores, d'une personne qui, voilà, on prend une personne. Je ne nie pas qu'il y a des fraudes aux prestations sociales, mais je trouve ça très curieux finalement de laisser entendre aux Français que leur problème viendrait des plus pauvres qu'eux qui toucheraient des prestations auxquelles ils n'ont pas droit, alors qu'en réalité, beaucoup de personnes qui auraient droit aux prestations sociales ne les demandent pas. Et je pense que là, il y a un combat politique à mener, faire en sorte que les prestations sociales auxquelles on a droit, on puisse les toucher sans avoir besoin de faire des démarches volontaires. Là, il me semble qu'il y aurait une vraie mesure de progrès social. Raphaël Prado, si vous permettez, on va faire réagir en l'occurrence Philippe Bilger. Raphaël Prado, d'une part, je ne crois pas que le projet de Gabriel Attal dénonce l'ensemble des citoyens comme des fraudeurs. Deuxième élément, là c'est une question vraiment naïve que je vous pose. Qu'est-ce qui vous gêne dans le fait, à partir du moment où on sait qu'il y a des fraudeurs sociaux, qu'on mette en œuvre des processus pour qu'il y en ait moins? Je ne comprends pas quel état d'esprit vous avez à partir du moment où ça représente un progrès de toute manière. Eh bien, ce qui me pose problème, c'est que déjà, si on regarde par exemple les contrôles à Pôle emploi, ils ont fortement augmenté ces dernières années. Donc en fait, je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter contre la fraude aux prestations sociales. Je compare les efforts qui sont mis dans la lutte contre la fraude aux prestations sociales par rapport aux efforts qui sont menés contre la lutte à la fraude sociale ou pour la lutte contre la fraude fiscale. Et là, on est obligé de constater qu'il n'y a pas les mêmes moyens. Là, on annonce des moyens supplémentaires pour le contrôle donc des chômeurs ou des allocataires de différentes prestations, mais dans le même temps, les effectifs de la Direction générale des finances publiques qui contrôlent la fraude fiscale, eux, n'ont pas cessé de diminuer et on annonce 3000 suppressions de postes encore d'ici 2027. Donc vous voyez, ce qui me pose problème, ce n'est pas de lutter contre la fraude aux prestations sociales, c'est de pointer du doigt, de stigmatiser une population en disant « Oh, regardez, là-dedans, il y a des fraudeurs », quand dans le même temps, eh bien, on sait très bien, par exemple, que nos plus grandes fortunes françaises, Bernard Arnault, François Pinault et d'autres, ont des comptes au Luxembourg et que ça n'empêche pas Emmanuel Macron d'aller, par exemple, inaugurer la Samaritaine auprès de Bernard Arnault. Donc, en fait, on aurait... comme s'il y avait, finalement, le gouvernement était fort avec les faibles et faible avec les forts. C'est ça qui me gêne fondamentalement. Françoise de Gaulle veut réagir. Oui, sur la fraude sociale, je pense que Philippe, la question de Philippe est tout à fait légitime. Personne ne s'oppose au fait d'améliorer les systèmes. Le problème, c'est que quand vous mettez bout à bout ce qui se fait maintenant depuis 6 ans, vous vous rendez compte quand même qu'il y a un déséquilibre terrible entre ceux qui n'ont
pas grand-chose ou presque rien, et les autres. Moi, je suis pas en train de vous faire de la lutte des classes, mais la réalité, c'est qu'elle est sous nos yeux. C'est exactement comme les gens qui vous expliquent qu'à cause de l'AME, ça c'est le discours du Rassemblement national, on paye la mutuelle, la couverture santé pour les étrangers, c'est européen, hein, c'est normal, et en plus ça empêche un certain nombre de prophylaxies, les gens même qui sont en situation irrégulière, et on met en parallèle ça les Français qui n'arrivent pas à se soigner, comme si les deux avaient un rapport. Il n'y a pas de rapport avec ça. Et entretenir ce climat politique qui consiste à dire que les chômeurs sont des feignasses, on en radie 270 000, même si ça n'est pas dit comme ça, c'est le message qui est envoyé. Évidemment, nos chiffres sont bons. On a radié 200 à 300 000 personnes. Et pas des feignasses, des gens simplement sur une convocation ratée, clac, qui sont radiés. Et entretenir cette idée que l'étranger est un voleur, que l'étranger en situation irrégulière, grâce à l'AME, empêche le bon français, parce que c'est ça le discours, d'aller se faire soigner dans les hôpitaux, alors qu'il n'y a aucun rapport avec la choucroute. En tenir l'idée que les RSA, les gens qui sont en RSA sont des feignasses et qu'il faut leur demander en gros du travail gratuit et qui sera rémunéré à coup de lance-pierre, c'est vous voyez ce que je veux dire, Philippe, c'est l'ensemble, c'est le tableau qui donne un sentiment très fort d'injustice sociale, voilà. Laurence est avec nous au 0826 300 300, notre vraie voix du jour. Rebonsoir Laurence. Rebonsoir. Alors, sur le sujet, moi je voudrais dire que la Macronie et ses effets d'annonce me fatiguent. C'est-à-dire que c'est un gouvernement qui traîne des affaires un peu partout et qui nous allume un petit contre-feu là pour qu'on regarde du côté des pauvres et qu'on oublie que les plus gros truands sont quand même aux commandes. Donc voilà. Moi, truand, c'est votre point de vue. Hein, truand, n'exagérons pas, Laurence. Là, vous avez un espace de parole. Autant de diligence. J'aimerais autant de diligence pour enquêter sur le financement de la campagne d'Emmanuel Macron. Ça, c'est vrai. Voilà. Il y a un problème, J'aimerais savoir, par exemple, voyez, quand une grande ancienne de distribution franchise toutes ces grandes surfaces pour que ses salariés bénéficient de beaucoup moins d'aide, c'est de la fraude sociale ou pas ? Voilà, il y a tout ce genre de choses. Non, mais on tiquait juste sur le mot. On tiquait sur les truands, c'est les truands. Voilà, sur les truands. Il y a un côté doctrine Shadok, taper toujours sur les mêmes pour faire le moins de mécontents possible. Donc là, moi, je suis assez d'accord avec Françoise de Gaulle. Hein. On stigmatise j'aime pas ce mot parce qu'il est mis à toutes les sauces. Oui. Toujours les mêmes populations parce que c'est plus facile d'occuper le bon peuple de ce côté-là. La deuxième chose, je voudrais décentrer le débat. C'est ce qui me gêne, c'est que au nom de cette soi-disant surveillance, on va aller plus loin dans la surveillance numérique et dans le flicage numérique et là-dessus, Max Guazzini a raison. C'est vrai que je ne m'étais pas posé la question moi sur les données de santé, mais il a vraiment raison. Excusez-moi, il y a encore 2 ans, un serveur de bistrot pouvait vous demander votre passeport sanitaire. Je sais, mais on a toujours gueulé là-dessus. Hein. Après tout, qu'un policier vous demande votre. Bah oui, mais non, mais est-ce qu'il est bon de s'habituer? Mais moi aussi, nous avons assez été fustigés. Mais là, c'était un cas particulier. C'était uniquement pour le Covid. C'était pas voir toutes nos données de santé. Non, pas du tout. Ah bah c'est mon point de vue. Bah c'est le mien aussi. Hein. Alors vraiment, quelle honte ce passeport sanitaire. Pour répondre à Laurence. Raphaël, vous êtes avec nous, vous entendez? Moi, ce que j'ai envie de répondre à Laurence, c'est que quand elle parle de contre-feu, il me semble que le gouvernement ici nous fait un contre-feu par rapport à la réforme des retraites. C'est-à-dire que depuis 2 mois maintenant, il ne sait pas comment sortir de cette séquence de la réforme des retraites. On voit que les ministres sont pourchassés par des castrolades partout où ils vont. Et on voit une cascade d'annonces depuis ce moment qui, pour moi, a une fonction politique qui est de dire on parle d'autre chose de la réforme des retraites. Et en l'occurrence, alors qu'on sait qu'une immense majorité des Français étaient opposés à la réforme des retraites et que 9 actifs sur 10 étaient opposés à la réforme des retraites, là on fait des annonces qui visent à diviser les gens, diviser la population. Et c'est ça qui me choque, c'est qu'en fait finalement, et Gabriel Attal n'arrête pas d'utiliser l'expression des Français qui travaillent, des Français qui paient leurs impôts, et on leur laisserait entendre que leur problème serait lié non pas au fait que des très riches prendraient le fisc, non pas au fait que le gouvernement supprime des moyens dans les administrations et réduit les moyens alloués aux services publics, mais que tout leur problème viendrait des plus pauvres qui frauderaient. Je pense que là, il y a une forme de malhonnêteté intellectuelle, et il me semble que toutes les personnes qui disent aujourd'hui il faut absolument lutter contre la fraude aux prestations sociales, eh bien nous détournent des vrais problèmes.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. En tout cas, merci Raphaël Prado, ancien porte-parole d'Attaque et membre d'Attaque. Merci beaucoup. Et puis vous continuez de voter sur notre compte Twitter. Et on vous rappelle la question, lutter contre la fraude sociale, est-ce antisocial? Pour l'instant, vous nous dites non et ça augmente à 87%. Vous parlez de nécessité pour l'évasion fiscale aussi des riches. Vous revenez sur ces sujets. En tout cas, que ça continue de commenter sur notre compte Twitter. Et on fait une petite pause et on revient dans un instant, jusqu'à 19h avec Max Guazzini, avec Françoise de Goa et avec Guazzini. S'il te plaît, un peu pointu. Et avec Philippe Bilger. Bilger. Tout de suite, non, surtout pour l'Olympique. Monsieur Bilger. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Mais pas que avec nous, Philippe Bilger, comme tous les jours. Philippe Bilger, il est droit comme un i, il ne rate jamais une émission. Toujours ça, c'est là. fou. Et en plus, il la réécoute derrière, c'est ça qui est dingue. Oui. Non, mais En boucle. plaisante. Françoise de Goa est avec nous. Salut les amis Max que j'aime. Guazzini. Voilà, merci beaucoup. Avec le petit comme Guazzini, comme ça. Guazzini, Très bien. un peu pointu. Vous voyez comme ça avec les petits accents pointus. Tout à fait. Guazzini. Et comment on dit les Italiens, ils diraient quoi par exemple? Guazzini. Guazzini. Non, Guazzini. En italien, on dit Guazzini. Guazzini. Voilà, En plus, en Guazzini. florentin, tu sais qu'on comprend rien quand les Florentins parlent. Ça suffit, vous. Ah bah non, mais On vous a écoutez, appris la culture. Excusez-moi, La l'accent Renaissance, florentin. c'est la Toscane. Non, mais j'ai bien compris. mais Michel-Ange, l'accent- Léonard de Vinci. bien Excusez-moi, sûr, bien Max, sûr. mais parler culture à Françoise Urbino. de Goa, c'est rendez-vous en terrain connu. Ah oui, Là, C'est pas vrai, mais bien sûr que non. Mais bien sûr, c'est ça lui fout tellement il a tellement les boules. Tu vois, moi je suis là et toi t'es là. Non, mais bien sûr. Mais l'accent florentin est L'accent, très tout à fait. particulier. Au moment où je les consonne, d'ailleurs, je le fais toujours un petit peu. Mais je moi. sais, c'est compliqué. On a Mais notre Max, auditeur du jour. vous parlez italien? Je parle italien. Mais en mangeant Dites-moi les quelque chose en consonnes. italien, j'adore. Je ferme les yeux, allez-y. Non, Buongiorno, come stai? Sei bellissima. Ah, merci. Bellissima. Ah, ça, Ça, j'ai ça t'a compris. Là, vous êtes en train de m'acheter, Max. Vous êtes en train, mais vous m'avez eu. C'est vrai, vous m'avez eu. Guazzini. 0826 300 300 si vous voulez parler à Monsieur Guazzini. Ludovic, bonsoir Ludovic. Bonsoir Ludovic. Bonsoir, Ludovic. Il nous appelle de la Charente-Maritime. Quel temps fait-il chez vous? Ah, il fait beau, il fait chaud. Bon, à Rochefort, j'ai un peu de chance. Il fait un peu de vent, mais à La Rochelle, il faisait 29, je crois, cet après-midi. Ah oui, et quand il même. faisait assez chaud. C'est comme chez nous dans le studio, il fait chaud. Vous allez au match Oui, c'est à La ça. Rochelle Vous allez au match Mais j'entends. Ah non, alors, n'en déplaise à Monsieur Guazzini, je suis supporter du Stade Toulousain. Guazzini. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Écoutez, N'en allez-y, déplaise Ludovic. à quoi? À Monsieur Je Guazzini. suis supporter du Stade Toulousain. Ah, En étant à La Rochelle. Mais franchement, Oh, c'est bien, c'est c'est un bien. très grand club en fait. Moi, ça me faisait très plaisir quand on les battait d'ailleurs. Mais c'est un très bon club, franchement. Je me hein. doute. À mon avis, il Non, mais restait- vous avez été heureux quand même. Moi, j'aime beaucoup les joueurs du Stade Toulousain. Il n'y a pas de problème. Non, mais vous avez Ils ont été des joueurs heureux. formidables. Vous avez été heureux du final incroyable La Rochelle, fabuleux à de la Leicester. Coupe de Ah, Leicester. Vous avez été Tout c'est à fait, fabuleux. tout à Tout à fait. Tout à fait. Ah, bon, ça va. Ça y est, on a fini, on peut parler de l'actu. Ok. Allez, on y va. Mon cher Ludovic, vous vouliez revenir sur la prescription pour les viols sur la levée de la prescription sur les viols sur mineurs, pardon. Oui, tout à fait, parce que si je reviens sur le deuxième sujet, je ne voudrais pas que Philippe David chante antisocial et du coup qu'il peut. Non, mais déjà, Merci. si déjà il peut se taire, c'est bien. Ah, c'est toujours un plaisir de l'entendre. Oui, bah, vous l'avez pas tous les jours. Allez, Antisocial, tu perds ton et sang-froid. ben voilà, vous l'avez cherché, vous l'avez eu. Allez, Ludovic, on vous écoute sur ce sujet important quand même. Oui, tout à fait. Ben, c'est un sujet tout à fait délicat, c'est un sujet très très sensible. Sur le principe, en effet, je serais pour cette levée parce que un mineur, c'est l'innocence. Ce que disait Max tout malheureusement, à l'heure, les oui, gens c'est l'innocence. Oui, tout à fait. Oui, j'ai écouté le débat et je rejoins tout à fait Max Guazzini, comme quoi entre rivaux rugbystiques, on peut s'entendre quand même. Et du coup, il faut que les langues se délient absolument. Malheureusement, est-ce qu'il y a pas un frein psychologique qui fait que les langues, en effet, ne se délient pas au plus vite, mais après, plus on avance dans le temps, plus c'est difficile d'apporter éventuellement d'éventuelles preuves de culpabilité et de juger quelqu'un. Mais c'est peut-être aussi pour les générations à venir, Ludovic, de dire que plus on va l'entendre, plus les langues vont se délier. Généralement, il en faut toujours un, et
derrière, d'autres arrivent. C'est toujours le déclenchement. C'est vrai que l'ancienne génération c'était difficile, mais aujourd'hui, voilà, on en parle plus. Que c'est le MeToo du viol pour enfants, en fait. Je voudrais poser une question à Philippe Billigère pour vous, justement, Ludovic. C'est une bonne question. J'espère. Oui, allez-y. Quand vous avez jugé, enfin non, vous jugiez pas, vous requériez en tant qu'avocat général, vous avez eu des affaires de viol sur mineurs qui avaient 5 ans, qui avaient daté depuis très longtemps. Ça vous est déjà arrivé de requérir dans ce cas de figure? Tout de même pas trop anciennes. Et ces affaires criminelles sont, j'allais dire, douloureuses et passionnantes parce qu'elles sont évidemment jamais médiatisées et ce sont souvent les plus passionnantes intrafamiliales, traiter, en fait. avec des rapports terrifiants. C'est en effet, Philippe, je ne voudrais pas garder trop la parole. Ludovic, est-ce que vous jugez, juste une question, donc le caractère imprescriptible, qu'on aligne ça sur les crimes contre l'humanité, ne vous dérange pas, vous, par exemple? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais vous considérez au fond qu'il y a un signe égal? Pas égal, quand même pas. Mais je pense qu'il faut quand même étendre énormément. Si je peux me permettre 40 ou 50 ans. Si je peux me permettre une petite histoire ou anecdote, si on a le temps. Très peu, 20 secondes. Il y a quelques années, donc, une personne sur Rochefort a fait acte de pédophilie envers un enfant qui a été, dont il avait la responsabilité dans son rôle d'éducateur. Il a été, il n'a pris que du sursis. Cette personne pavoise. Moi, sincèrement, je connaissais l'enfant en question et c'est en parlant, c'est justement pour délier la langue qu'on a pu avancer. Et aussi soutenir. Malheureusement, l'effet psychologique était resté entier sur l'enfant parce que la personne, en prenant que du sursis, continuait à pavoiser dans les rues. J'avais écrit au garde des Sceaux, Monsieur Dupond-Moretti, il ne m'a jamais répondu pour voir s'il n'y avait pas possibilité, justement, parce que quelque part, c'est pas normal que ce soit l'enfant encore qui subisse le choc psychologique. Bien sûr. Merci beaucoup, Ludovic. Merci mille fois de nous avoir. Ils sont super, nos auditeurs. Et notre vraie voix, Max Guazzini, il est bien ou pas? Franchement, il a passé l'examen haut la main. On vote, à main levée, on vote pour la prochaine fois. Oui, on a voté. Atteint l'objectif. Merci. Merci Max. Merci Françoise. Merci Philippe Billigère. Merci à tous nos auditeurs de nous appeler. Merci de votre fidélité. Dans un instant, on vous parle emploi avec Jérôme Laverny et on sera ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David. À tout de suite et merci à tous.